Corps à corps, corps à corps. Alors vous savez, il y en a des choses compliquées, j'ai envie de dire, pour l'immobilier aujourd'hui, et puis surtout pour les propriétaires, surtout les petits propriétaires. Je vous cite quelques exemples, comme ça. Taxe foncière en compensation de la disparition de la taxe d'habitation, surtaxe d'habitation pour les résidences secondaires, classement DPE qui sort les habitations classées G dès le 1er janvier 2025 du champ locatif, inflation et interdiction d'augmenter le foyer locatif et de l'indexer à l'inflation pour les logements classés F ou G, augmentation drastique des prix de l'énergie, ça on l'a tous vécu. Objectif zéro artificialisation qui augmente les prix des terrains constructibles, devenus donc de plus en plus rares, donc de plus en plus chers. Autant de mesures, et il y en a d'autres, qui mettent les petits propriétaires en difficulté. Ces Français de classe moyenne qui font de plus en plus souvent le choix de s'éloigner des villes pour pouvoir acheter une maison sont finalement écrasés par les taxes et autres normes écolo. Ils se retrouvent, comble de l'histoire, un pollueur-payeur pour la ville dans laquelle ils vont encore travailler en voiture, vous savez, avec la multiplication des nouvelles interdictions, limitation de véhicules dans les villes ou encore, comme ils s'apprêtent à le faire en Ile-de-France, on en a déjà parlé, amendés ou relégués à la voie bouchonnée lorsqu'ils circulent sans covoitureur. Bref, encore une fois, ce sont les classes moyennes qui trinquent et qui sont dépossédées. On en parle aujourd'hui avec Pascal Pointu, Christophe Demerson et Guy de Lafortelle. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, président du think tank 35 millions de petits propriétaires. Alors vous étiez l'ancien président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, et donc vous avez créé ce think tank assez récemment. Ça fait un an, disons que j'ai créé ce think tank il y a un an avec des amis parce que justement, on est toujours au contact puisque moi, l'immobilier, c'est une passion et je regarde ce qui se passe de près. Je suis au contact des gens et des territoires et je vois des propriétaires qui sont désespérés et je vois des normes, je vois des taxes et je vois beaucoup d'inquiétudes et la confiance n'est plus là aujourd'hui. J'allais dire malheureusement, pendant 5 ans de mandat, j'ai alerté tant que j'ai pu les ministres successifs sur ce qui allait se produire. Et j'allais dire, malheureusement, on est là et peut-être qu'on a un petit peu tué la poule aux œufs d'or. La confiance pourrait revenir, mais je pense que ça va être compliqué parce que je pense que la coupe est pleine. Votre introduction est bonne. Le Merci. DPE, les taxes foncières, des normes partout. Et puis après, des gens, des propriétaires qui sont tiraillés d'un côté quand ils veulent acheter, quand ils veulent venir travailler dans les métropoles de l'autre côté, sur les territoires ruraux. C'est ce qu'on voit tous les jours. Malheureusement, c'est notre quotidien. C'est le quotidien de nombreux propriétaires. Et aujourd'hui, je pense à tous ces propriétaires, tous ces petits propriétaires qui ouvrent leur boîte aux lettres, j'allais dire la boule au ventre. Et puisque aujourd'hui, avec le bon taux fiscal, on voit ce qui se passe. On voit que c'est la course à l'échalote et on voit des taxes et des surtaxes, des petites taxes additionnelles qui s'ajoutent. Et ça coûte de l'argent en bout de ligne. Bien sûr. On va revenir sur tous ces sujets. C'est l'occasion, nous aussi, on pense à ces petits propriétaires puisque c'est le sujet du jour. Pascal Pointu, bonjour. Bonjour Clémence. Policier à la retraite et ancien vice-président du mouvement de la ruralité, si on vous a demandé de participer aujourd'hui, c'est pour parler notamment de ces questions de l'immobilier en ruralité. Vous avez aussi des éléments particuliers à développer avec nous. Et puis Guy de Lafortelle, bonjour. Rebonjour. Bonjour Clément. Toujours fondateur de la lettre d'information, l'investisseur sans costume. Et donc on reviendra, vous aussi, vous avez travaillé notamment sur l'immobilier. C'était quoi les questions de l'immobilier dans les métropoles moyennes? Oui, oui. Oh. Bon, on va développer. D'abord, je voulais demander à Christophe Demerson, si vous le voulez bien, Christophe, de revenir un peu, faire le bilan général aujourd'hui de ces difficultés pour les petits propriétaires. Aujourd'hui, je pense que disons que les deux points chauds dans l'ancien, parce qu'en réalité, il y a plusieurs problèmes, Clémence. Il y a le neuf et il y a l'ancien. Oui. Donc, dans le neuf, on voit les problèmes qu'il y a, surtout les problèmes de taux. Et puis après, on voit aussi les problèmes de transport et on voit les problèmes de manque de confiance. Ça, c'est pour le neuf. Pour l'ancien, j'allais dire, malheureusement, c'est plus grave parce que l'ancien, il est pris en sandwich puisqu'il cumule un petit peu toutes les cibles. Oui. Il est ciblé de toutes parts. Oui. Le problème le plus grave, c'est ce fameux DPE. Oui. Puisque ce DPE, au départ, on peut dire que c'était une bonne idée. Moi, je militais pour, parce que pourquoi pas qu'on ait un outil qui soit juste et indiscutable pour mesurer ce qu'on achète. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien le propriétaire, pour mesurer, mais pas pour punir. Il va savoir ce qu'il achète. Le vendeur, il sait ce qu'il vend. Si c'est un locataire, il sait où il va. Le problème, c'est que ce DPE, ça s'est transformé, j'allais dire, en outil politique.
Il est imparfait, j'allais dire. On l'a malheureusement vu dès le départ, puisque nous, on avait alerté, moi j'avais alerté Oui, personnellement à l'époque je me Emmanuel rappelle. Argon Mm. sur ce sujet hyper grave. Oui, on avait fait une émission dessus. Et puis donc le DPE a été suspendu, il a été remis, réinstallé, j'allais dire, à la hâte. Il y a eu des améliorations, il y a eu de nouveau des changements, etc. Aujourd'hui, le problème est là. Il Alors, est il y a une toujours réforme faux, qui a j'allais été dire, annoncée encore. Oui. particulièrement pour les petites surfaces, C'est ça. particulièrement pour les petites surfaces, et il est particulièrement inadapté. J'étais sur d'autres médias et on avait pris l'exemple d'une petite maison qui venait d'être intégralement restaurée. Je dis bien intégralement restaurée. Les menuiseries, les périphéries, le toit, tout ce qu'on veut, le sanitaire. Il n'y avait pas eu de contrainte de budget. Et cette petite maison, le diagnostiqueur sous les yeux de la caméra pour une chaîne de télé s'amusait à faire voir ce qui se passait. Si on n'avait pas pu avoir la clim réversible, le pack dans cette petite maison, la petite maison aurait été quand même en G encore, donc interdite à la location dans moins de 100 jours. C'est dingue. Elle pouvait avoir la clim, donc elle s'est retrouvée en D. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est plus possible avec les impacts qu'il y a aussi bien et les incertitudes pour les acheteurs comme pour les vendeurs et pour les candidats locataires. C'est-à-dire que le marché est déstabilisé, il faut se mettre à la place du vendeur. Il attend qu'il y ait un outil qui soit, vu les impacts financiers, il attend qu'il y ait un outil qui soit fiable pour son bien. Et l'acheteur, il ne sait plus non plus à quel soin se vouer. Donc ça, c'est un problème majeur qui va attendre le futur ministre du Logement. Et j'allais dire malheureusement qu'il y en a peu qui ont été courageux sur ce sujet, puisque tout le monde tapait un petit peu en touche pour attendant, on va faire des mesures, on va voir, etc. Et nous, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des augmentations. Après, on a vu le fameux bon taux fiscal avec la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales. On avait alerté, on a vu le résultat. Et là, tout le monde est mécontent. Les maires, les présidents de collectivités locales, ils pleurent. Bruno Le Maire, Bercy, ils pleurent. Je rappelle que c'est l'une de leurs premières ressources. Mais maintenant, les maires en ont profité pour augmenter. Coût pour la collectivité, 16 milliards. 16 milliards, c'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire qui donne ces chiffres. 16 milliards, c'est-à-dire que tout le monde, tous les maires, tous les présidents de collectivité augmentent. Tout le monde y va de son augmentation, de son petit cadeau, puisqu'il ne faut pas oublier que les élections municipales vont arriver. Donc, ça va être un petit peu de transport gratuit, ça va être des piscines, ça va être, je ne sais pas, tout le monde a son idée, son rond-point, ses plantations. Et en face de ça, qui c'est qui finance? C'est le petit propriétaire qui ne sait plus pas à quel sens vouer, et puis surtout qui n'a pas, j'allais dire, de lisibilité sur l'avenir. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'un petit propriétaire ou un candidat propriétaire puisse se projeter, puisque vous avez vu ce qu'est le résultat sur la taxe foncière. La taxe foncière, elle a fait 3 fois l'inflation sur 10 ans. Donc, c'est pas rien. Donc, aujourd'hui, le petit propriétaire ou le candidat propriétaire, il est dans une incertitude législative, il est dans une incertitude fiscale, et tout le monde regarde les trains passer. Et au moment, justement, où on aurait besoin d'avoir de l'argent frais dans les caisses, eh ben, tout est à l'arrêt, les notaires regardent ce qui se passe, il n'y a plus de vente, il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de transactions. Et on le comprend, puisque personne ne sait ce qu'il faut faire. Mais Christophe Demercieux, moi j'irais plus loin que vous. Vous parlez d'incertitude, moi je parlerais de dépossession. C'est-à-dire que là, il est propriétaire, et on lui dit on décide que votre bien n'est pas au niveau et donc vous n'aurez plus le droit de le mettre sur les marchés locatifs. Mais pardon, mais là on perd ce qu'on appelle les critères de la propriété, en fait. La propriété qui fait partie de notre Constitution. Donc, on va très loin quand même. Je suis d'accord, je partage entièrement vos propos, mais vous savez, les gens qui sont contre la propriété privée, Clémence, ils sont nombreux. Il y a justement de nombreux think tanks qui s'amusent à détricoter ça, qui s'amusent à jouer sur l'héritage, qui s'amusent à taxer encore plus, qui s'amusent à stigmatiser le propriétaire. Et aujourd'hui, regardez d'ailleurs, on voit dans de nombreux journaux, on voit de nombreux titres, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux être propriétaire ou être locataire? Mais rien que le fait qu'on pose la question, ça prouve que la chose est grave. Et ça prouve que le Français moyen, j'allais dire, il ne sait plus à quel sens vouer. Regardez, si on parle des résidences secondaires et de la ruralité, et Pascal Pointu rebondira sûrement là-dessus. Regardez aujourd'hui, un Français moyen qui avait économisé pour acheter sa maison ou son appartement en ville, on va dire.
S'il avait élevé des enfants, il avait 3 chambres. Aujourd'hui, on va dire si la personne qui reste dans l'appartement est veuve, eh ben, elle ne pourra pas conserver son appartement avec sa taxe foncière qui a explosé. Et de l'autre côté, la petite résidence secondaire qu'elle avait achetée, ou l'appartement, ou ce qu'on veut, qu'elle avait acheté avec son mari et avec ses enfants, elle ne pourra pas le conserver. Vous avez vu aujourd'hui, c'est explosion de la taxe foncière sur la résidence secondaire, et je ne dis pas explosion, je dis cataclysme sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, où tout le monde y va de son augmentation pour justement encore un petit peu plus essayer de déposséder, essayer de faire vendre cette veuve ou le Français moyen qui essaye de conjuguer les deux bouts. Alors le Français moyen, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, je vais essayer de faire un petit peu d'Airbnb pour pouvoir payer les charges. Je vais essayer de faire un petit peu de location. Et là, on dit, attention, non, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, et puis on va vous taxer, et puis on va vous mettre des nouvelles normes. Donc j'allais dire, il faudrait peut-être remettre un peu l'église au centre du village et rendre un petit peu quand même de sérénité pour apaiser les propriétaires qui contribuent, parce que je rappelle quand même, on parle de la taxe foncière. La taxe foncière, c'est plus de 50 milliards qui rentrent dans les poches de l'État à un moment où on a besoin d'argent. Oui. Allez, on va parler de la ruralité avec Pascal Pointu, que vous connaissez bien, Pascal. Oui, Clémence. D'abord, bonjour à Christophe Demerson, que je connais Bonjour, un peu, Pascal. et qui m'a bien aidé lorsque moi-même j'ai acquis ma propriété et mon bien immobilier. Je lui ai posé une question où j'avais un souci avec l'agence immobilière. Il a su trouver la bonne réponse. Voilà. Maintenant, la ruralité se dépeuple. Hein, c'est pas une nouveauté de dire ça. Et les grandes villes, elles aussi, commencent à se dépeupler, puisque maintenant, dans les grandes villes, il va rester pratiquement que les très riches et que les très pauvres qui sont aidés constamment, et les très riches qui n'ont pas besoin vraiment de subir de crise, puisque eux, ils ont ce qu'il faut pour voir l'avenir. Donc, au final, je vais prendre l'exemple de Clermont-Ferrand, par exemple, que je connais bien, puisque j'en suis sorti. Clermont-Ferrand, vous avez tout autour de Clermont-Ferrand, vous avez aux alentours d'une couronne de 50 km autour de Clermont-Ferrand, vous avez des Clermontois qui ont fui parce qu'ils ont été taxés par une mairie écologiste, socialiste, communiste. Et ils sont tellement taxés qu'ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, au final, ce sont la ruralité, les petites communes autour de Clermont-Ferrand qui vont arriver à une masse de gens. Et bien entendu, l'immobilier prend une inflation terrible. Je vais prendre un exemple. Mes parents, quand ils ont construit fin des années 70, achetaient le mètre carré constructible 5 francs. Aujourd'hui, dans la même commune, c'est aux alentours de 70 € le mètre carré. Donc, vous voyez bien que même si les salaires ne sont pas les mêmes qu'au début des années 80, mais enfin, là, c'est plus de l'inflation, c'est carrément de l'explosion. Et ce qui fait que les locaux, ceux qui habitent et qui ont vécu toute leur vie, ne peuvent plus accéder parce qu'ils n'ont pas les revenus pour déjà acheter un terrain. Le moindre terrain, avant, on aimait bien avoir environ 1000, 1500 mètres, 2000 mètres carrés de terrain pour être tranquille, pour faire un peu ce que l'on veut. Maintenant, ça se solutionne aux alentours de 400, 500 mètres carrés. C'est-à-dire, on pose la maison, point final. Oui. Et on a un carré potager, juste de quoi pour mettre 3 fraisiers, et puis on n'en parle plus. Et une balançoire pour la gamine. Mais là, le gros problème que l'on a, c'est que nous avons, depuis 2022, nous avons une crise terrible et que personne dans les médias ne relève, c'est la crise et les faillites des constructeurs de maisons individuelles. C'est-à-dire que depuis 2022, vous avez le groupe Geoxia qui était un des leaders français de la construction de maisons individuelles, c'est-à-dire les maisons Phoenix, celles que vous avez connues au sortir de la guerre et qui ont fait la grandeur des villes nouvelles, des banlieues où tous les pavillons étaient les uns derrière les autres exactement avec la même construction et ainsi de suite. Donc les maisons Phoenix faisaient partie du groupe Geoxia, c'est fini. Vous aviez les maisons Castor, Christophe connaît aussi à Clermont-Ferrand les cités Michelin, les ouvriers construisaient tous sur leur temps de repos la même maison et l'entreprise Michelin par exemple vendait, achetait, je sais pas moi, une cinquantaine de maisons, donc les ouvriers se donnaient la main entre eux, et il y avait une entraide, une solidarité, et tout le monde construisait la même maison, et ça permettait de réduire les coûts de construction, et ça permettait à l'entreprise aussi de pouvoir
rendre un ouvrier propriétaire. Maintenant, tout ça, c'est fini. Vous avez le groupe AST, le leader français. Mais pourquoi il fait faillite Pardon, on va peut-être pas tous les lister. Pourquoi ils font faillite aujourd'hui, Pascal Pointu? C'est plusieurs choses qui vont l'une derrière l'autre. C'est-à-dire, vous avez l'explosion des prêts immobiliers, déjà. Quand vous passez à 4,5-5%, ça réduit considérablement le nombre de titulaires pouvant accéder à la propriété. Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec la Macronie, être propriétaire, c'est pratiquement un délit. C'est pratiquement un délit. On va revenir là-dessus, bien sûr. On est pratiquement un voleur si on veut accéder à la propriété. Alors, on accédait à la propriété, comme moi qui suis issu des classes moyennes, c'était aussi pour transmettre à ses enfants. Et on se rend bien compte que tout est fait pour vous dégoûter de transmettre. Mais ça, c'est une idéologie, d'ailleurs. On va revenir sur l'idéologie qui est derrière cette haine du patrimoine. Voilà, les think tanks socialistes, là, qui ont dégoûté les gens d'être propriétaires, ils n'y sont pas pour rien. Donc, pour revenir à ces faillites-là, vous avez donc l'inflation qui a grandement joué là-dedans, puisque quand vous avez l'inflation, vous avez l'explosion des matériaux de construction. Bien donc, un parpaing a été multiplié par 7, son prix en quelques années. Et vous avez aussi le gros problème que personne ne veut le lever, c'est-à-dire que pour construire ce qu'on appelait construction clé en main, donc vous aviez des garants et des assureurs, et vous aviez un contrat qui a été passé entre le vendeur, le constructeur et un assureur, et les assureurs, voyant la sinistrose, voyant le nombre de faillites qui s'allonge, puisque vous avez quand même aujourd'hui, en 2024, vous avez 98% des constructeurs immobiliers qui ne peuvent pas s'assurer par rapport à ce risque-là obligatoire. Alors, donc c'est l'histoire du chat qui se mord la queue. Je demande à Guy de Lafortelle d'abord si vous voulez réagir à cela, et puis vous aviez aussi votre point de vue sur l'immobilier et les classes moyennes en perdition. Oui, mais vous parliez de dépossession et d'idéologie. On est aujourd'hui dans un moment très particulier où on a effectivement une idéologie politique qui rencontre un intérêt financier. L'idéologie politique, on la voit bien. On la voit particulièrement chez Jean Pisani-Ferry, qui a été le directeur du dernier rejeton de ce qu'on pouvait appeler le commissariat au plan de France Stratégie, et qui a écrit à l'époque le programme d'Emmanuel Macron. Jean Pisani-Ferry, il ne veut pas de propriétaire, pour des raisons absolument idéologiques, parce qu'un propriétaire, ça vote mal quand on est socialiste. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, une de ses premières mesures, c'était l'IFI. Oui, bien sûr. Alors l'IFI, pardon, mais c'est symbolique, je veux dire. Oui, c'est symbolique. Continuez. Et que Pisani-Ferry, ça vient de la famille Edgar Pisani, c'est des gens qui sont dans la politique depuis très 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 longtemps. Et donc, parce que donc cet argent-là, donc ça vote mal quand on est propriétaire, et de deux, surtout, on se dit, l'argent que vous mettez dans une maison, il vaut mieux que vous le mettiez dans l'économie réelle. L'immobilier, c'est de l'économie réelle, mais eux, ils préféreraient qu'on mette ça dans des entreprises, dans des impôts, dans de l'État, mais certainement pas dans des maisons. Et ça rencontre aujourd'hui un intérêt financier extrêmement important, qui est que on parle aujourd'hui des marasmes de l'immobilier, mais avant ça, il y a l'immobilier de bureau qui s'est pété la gueule. Oui, c'est vrai. Et pour de très bonnes raisons. C'est-à-dire que avec le Covid. Avec le Covid, on est en train de changer très profondément notre manière de travailler, de deux manières. C'est-à-dire le télétravail fait que on a besoin de beaucoup moins de surface de bureau pour le même nombre de salariés. Et la deuxième chose, c'est que ça, c'est dans les grandes entreprises, notamment avec la capacité de travailler à distance, même au sein des entreprises, de se dire, mais plutôt que d'avoir des gros sièges à 5000 personnes, 3000 personnes, 1000 personnes, on va avoir plein de petits sièges de 100, 200 personnes. Donc il y a une recomposition complète qui va se faire sur 10, 20 ans. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'immobilier de bureau qui était parisien, Île-de-France, l'immobilier de bureau en Île-de-France qui était l'espèce d'énorme vache à lait des institutionnels est en train de se tarir, et ils le savent très bien. Donc, quand vous dites des institutionnels, vous avez parlé de qui ? Les assureurs, les grands investisseurs, la Caisse des dépôts, tout ce monde-là. Des banques, des... La défense, c'est en faillite ou pas ?
Non, alors la défense, ça va pas très bien, mais oui, typiquement, la défense n'est pas appelée à un avenir très radieux dans les 10 prochaines années. Mais au-delà de ça, c'est même les quartiers d'affaires à Paris, il y a énormément de projets de réhabilitation. Alors c'est compliqué, mais pour changer des surfaces de bureaux en surfaces de logement. Et du coup, ces gens-là, ils sont en train de se tourner vers l'immobilier locatif et l'immobilier résidentiel, pardon. Mais ça, l'immobilier résidentiel, il y a un intérêt derrière à ce que, les prix baissent pas trop. Il y a un intérêt à ce que, si on peut virer les propriétaires et on peut nous les récupérer, y a le fait d'avoir plein de normes. Quand vous êtes un gros assureur, vous aimez les normes, vous adorez ça, parce que vous jouez avec, vous pouvez aller parler directement au ministre si jamais il y a un truc qui ne va pas, vous pouvez vous en arranger, et puis vous savez gérer, vous pouvez mettre 100 personnes pour aller vous en occuper, ce qu'on ne peut pas faire à des petits niveaux. Évidemment. Donc, ce côté normatif, c'est très intéressant. Et ça, vous avez le Pinel, le dispositif Pinel. Alors, ce qui est vrai, qui n'était pas un très bon dispositif sur le fait d'augmenter le parc locatif, qui est en train d'arrêter. La Caisse des dépôts, non, pardon, pas la Caisse des dépôts. Il y a eu un rapport pardon, j'ai oublié, qui a dit que c'était un mauvais dispositif et qu'il fallait qu'il y ait des gros investisseurs institutionnels qui viennent se mettre sur l'immobilier locatif. Donc là, ce qu'ils sont en train de prévoir, et ils vont y arriver si on les laisse faire, c'est qu'ils sont en train effectivement de déposséder les propriétaires immobiliers pour aller filer ça à des grands investisseurs institutionnels. Mais là, ça se passe comment concrètement, là, quand vous parlez de justement... Si vous regardez, donc vous avez ce côté normatif, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus louer. Vous ne pouvez pas assurer les normes qu'on vous demande. Vous avez des taxes foncières insupportables à payer, alors que si vous êtes locataire, en fait, vous avez beaucoup moins de taxes. Et ça se passe comment? Je veux dire, ça vous pousse à revendre parce que vous ne allez pouvez vendre, pas... Il y a un moment, vous allez avoir besoin de vendre, et puis il y a un moment, vous allez regarder qui est là pour acheter. Et quand vous avez là des grands portefeuilles, il y a un peu de travail à faire, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils savent acheter des grands complexes d'immeubles, ils ne savent pas encore acheter... Je ne suis pas sûr qu'ils aillent acheter des maisons individuelles, mais il y a un gros sujet... de pression. Et je vais juste terminer, pardon, je ne vais pas faire trop long. C'est qu'aujourd'hui, on parle un peu des mises en construction de logements. Il ne faut pas oublier qu'en France, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a, je parle sous le contrôle de M. Desmersons, mais on doit avoir à peu près 38 millions de logements en France, un peu moins. Dans l'absolu, on ne manque pas de logements en France. Il y a beaucoup de logements en France. Le problème qu'on a, c'est que, on a eu une explosion des logements vacants depuis une quinzaine d'années. On a en France 8 à 9% de logements vacants. Un pays comme la Suisse, c'est 1% de logements vacants. On a 3 millions de logements à aller chercher. Sauf que pourquoi on a des logements vacants? Parce qu'on a, mettre en location un logement en France est un tel danger pour le propriétaire que moi, je connais plein de propriétaires qui préfèrent ne pas avoir de locataire plutôt que de recevoir un loyer, mais derrière d'avoir quelqu'un qui pourront pas expulser s'il ne paye pas son loyer. Ouais, c'est ça. Et donc, on a ces énormes problèmes-là. Oui, d'accord. Alors, Christophe Desmersons, vous avez entendu Pascal Pointu, vous avez entendu Guy de Lafortelle, et on a forcément envie de vous entendre et surtout d'avoir votre analyse sur tout ce qui a été dit. Écoutez, j'ai écouté les derniers propos, évidemment que je partage, parce que c'est vrai qu'il y a une stratégie pour essayer de faire baisser les prix, et particulièrement la stratégie, on peut dire, des institutionnels derrière, c'est de faire baisser les prix en centre-ville. Pourquoi? Parce que la technique, elle n'est pas dure. Vous prenez le DPE, c'est un bon outil d'obsolescence programmée. Ah bah oui. Vous mettez quelque chose aujourd'hui, on sait qu'un petit appartement, vous ne pourrez pas le sortir s'il est en dernier étage, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'il est chauffé à l'électrique, vous ne pourrez pas le sortir du F ou du G. On le sait, le logiciel est fabriqué pour sortir justement. C'est pour ça qu'il y a la crise d'ailleurs. Et pourquoi faire c'est quoi leur objectif? À trouver à louer. Parce que justement, les petits appartements, on sait que même rénovés, ils ne sortiront pas. Mais c'est quoi leur objectif quand vous dites L'objectif, je vais vous dire, c'est que quand vous conjuguez ça, vous conjuguez cette obsolescence, donc les propriétaires, ils vont se retrouver avec des petits appartements. Si vous voulez les louer, ils ne peuvent plus les louer, et ils ont peur. À côté de ça, si c'était une résidence secondaire, un pied-à-terre à Paris ou dans une métropole, ils ont la surtaxe parce que ils ne peuvent plus l'occuper, donc ils ont une surtaxe sur les logements vacants ou sur la résidence secondaire. Et vous avez vu les surtaxes qu'il y a, on en parlait tout à l'heure. Donc tous ces gens, ils se retrouvent pris à la gorge.
Et qu'est-ce qui se passe après? C'est que vous allez avoir, le législateur essaye d'avoir un prix qui s'écroule, un prix moyen qui s'écroule, et puis après, vous avez un autre phénomène, c'est qu'après, vous avez des opérateurs publics qui peuvent préempter, et puis après, vous avez un prix moyen, et puis après, vous pouvez raser 1, 2, 4 maisons, un tellement immobilier qui va rejoindre une rue, et puis une autre rue, et puis après, on rase tout, et puis après, vous avez un prix moyen. La collectivité, elle dit, regardez, les transactions, elles se sont faites à un prix qui a baissé, je vais vous dire, de 20, de 30, de 40%. Donc, mécaniquement, le prix va baisser. Pour rebondir aussi sur ce que disait Pascal tout à l'heure, on parle du coût des crédits. Mais je rappelle quand même qu'il y a 4 ans, c'est pas vieux, 4 ans, il y a 4 ans, c'était en 2020, oui, en 2020, quand on a fait la taxe sur l'assurance décès emprunteur, c'était une des rares choses où il n'y avait pas de taxe. Le législateur, il n'a pas oublié, et comme les taux étaient bas, on disait c'est une petite taxe, c'est pas grave, c'est pas un petit peu plus, les gens pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, oui, mais quand vous additionnez un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, vous regardez aujourd'hui, quand les gens empruntent sur 20 ou 22 ans, ça passe plus. Et le primo-accédant, il est bloqué au moment de vouloir acheter. Oui, et puis après, il faut le dire aussi, il voulait acheter quoi? Il voulait acheter une petite surface. Mais il hésite à acheter une petite surface parce que quand on voit la contrainte et quand on voit la norme, je me mets à leur place, et moi j'ai beaucoup réfléchi au moment où mes enfants, comme les enfants de tous les Français, se tournent pour acheter. Il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Pascal parlait, il prenait l'exemple de Clermont-Ferrand. Et je connais bien la ville puisque je suis auvergnat. Quand on regarde Clermont-Ferrand, c'est infernal aujourd'hui pour quelqu'un dans le Puy-de-Dôme. Il a plusieurs solutions. Ou il reste en ville, et là, effectivement, c'est des taxes et puis c'est des difficultés de circulation. Mais s'il va habiter à l'extérieur, ça va être difficile pour sortir de la ville, pour rentrer chez lui, et ça va être encore plus difficile pour rentrer. Puisque, par exemple, à Clermont-Ferrand, il n'y a pas d'intermodalité. Vous prenez le train, vous arrivez, vous êtes à pied. Il faut prendre des cars pour aller récupérer le tram, etc. Comme Paris, pardon, la capitale de la France. Oui. Et puis, à côté de ça, encore pire, même les petites communes, maintenant, dans les périphéries, elles s'y mettent même sur le locatif. Je regardais hier, c'est pas plus tard qu'hier, j'ai été voir un bailleur pour voir un petit peu comment il vivait ça. Dans une commune, c'est pas loin, ça doit être à 15 ou 1 km de Clermont-Ferrand, à Mirefleurs. C'est une petite commune charmante. Le gars, avec sa femme, ils ont restauré un bâtiment, ils le louent, il y a 3 ou 4 appartements dans ce bâtiment. L'appartement est magnifique. On a été mettre un permis de louer, là-dedans. Donc le gars, lui, voilà, encore une contrainte dans le millefeuille administratif. À côté de ça, il me faisait voir les papiers, il est désespéré, il n'a pas d'ordinateur, la CAF lui écrit, à partir du mois d'octobre, il faudra avoir un espace numérique. Le gars, il n'a même pas d'ordinateur, il a un immeuble avec 3 appartements qui sont magnifiques. Le gars, il me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je vende, mais mes enfants ne veulent pas s'en occuper. La CAF s'en mêle en le forçant à avoir un espace numérique pour déclarer ses locataires, ses loyers, etc. Le gars, mais après, c'est un métier. Moi, le think tank, il ne faudra plus qu'on l'appelle 35 millions de petits propriétaires. On va plutôt l'appeler profession propriétaire, parce que le législateur, à côté de ça, lui, il se dit, il faut que je fasse de ça une profession, comme ça, les gens, ça va. Alors, comment on fait, Christophe Demerson? Beaucoup nous écoutent. D'abord, une première chose, bravo à tous, merci à tous ceux qui nous écoutent en direct. On a passé les 5000 en direct au tenté, ça veut dire qu'évidemment, on est beaucoup plus sur la matinale en général, plus sur les autres réseaux, parce que là, je vous parle seulement de YouTube. Donc, si on compte Twitter, on dépasse largement, et les autres plateformes, on dépasse largement ce chiffre. Donc, merci infiniment à vous tous, chers auditeurs, d'être tous là, présents, réguliers et fidèles. N'oubliez pas vos pouces, vos cœurs, et on reparlera du don dont on a besoin, je vous l'ai dit, pour lancer cette année. Mais là, je voudrais quand même qu'on continue sur ce sujet. Vous êtes très nombreux à régir, à dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, finalement, Christophe Demerson? Et puis, je ferai un tour de table, mais court, parce que, en fait, normalement, on est déjà censé avoir fini ce sujet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un candidat propriétaire ou un propriétaire, il doit toujours être en mode projet et il ne doit pas se décourager. Vous savez, les attaques contre la propriété privée, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, Mitterrand, c'était s'endormir, c'était s'enrichir en dormant. Le président Macron, quand il a été là-dessus pour se faire élire, c'était la rente immobilière. C'est une cible facile, l'argent est facile à prendre.
Mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même jouer la stabilité encore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment à un moment charnière parce que maintenant, on est, comment vous dire, et maintenant, on est vraiment pris en étau. J'allais dire au niveau financier, et nos deux autres interlocuteurs, c'est pour ça que cette table ronde est intéressante, l'ont souligné, et je veux dire, le propriétaire, il est étranglé, et j'attends de voir impatiemment ce que va faire le futur ministre du Logement et quelle latitude il aura pour faire quelque chose. Oui, Parce que le dernier interlocuteur, votre ami, disait oui, il suffit de voir un ministre du Logement et puis les choses vont arriver. Non, moi je peux vous dire que les ministres du Logement successifs, je les ai vus pendant 5 ans. Et quand je disais que je pointais du doigt et que je donnais les dossiers concrets et je les ai en tête sur les incohérences du DPE, eh ben, il me disait oui, 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 on va regarder, oui, je sais. Le directeur de cabinet disait oui, je sais, oui, on est au courant, oui. Et puis après, au bout de la ligne, il y a rien quoi? du Il y a tout. rien. Allez, Pascal Pointu puis Guy Lafortelle pour finir. Pascal Pointu. À votre avis, de votre côté, quels sont ce qui pourrait vraiment aider, au moins du côté de la ruralité, les classes moyennes et puis les propriétaires? Bon, déjà, il faut quand même dire, les maires font tout ce qu'ils peuvent dans leur pouvoir, malgré que leurs recettes diminuent, puisque l'État Eh oui. les prive de beaucoup de recettes et refuse également de redonner ce qui doit appartenir aux collectivités territoriales, que ce soit aux départements ou aux communes. Mais les maires se battent dans tous les points pour essayer de faire venir des classes moyennes sur leur territoire pour sauver des écoles, pour sauver des commerces. Eh oui. Je vois, moi, chez moi, à Beurrières, vous avez des terrains qui sont mis à disposition, viabilisés à 12 € le mètre carré, mais je vois, par exemple, dans les Combrailles, c'est 1 € le mètre carré du côté de GIA. Donc, vous avez des efforts qui sont faits par les maires. Mais le problème qu'il y a, vous avez la Banque des territoires. La Banque des territoires est totalement absente sur ce sujet-là. La Caisse des dépôts et consignations, tout à l'heure que Guy de Lafortelle nommait, la Caisse des dépôts et consignations achète des ensembles immobiliers à Paris de 7, 8 000, 10 000 mètres carrés pour en faire des logements, pour y mettre des migrants. Bon, est-ce que la priorité, c'est l'immigration ou est-ce que c'est de prendre soin de sa population et de pouvoir permettre à chacun de pouvoir avoir le rêve d'être propriétaire? C'est ça qu'il faudrait d'abord que l'on passe. Et quand moi je vois Michel Barnier qui nous parle déjà d'augmenter les impôts, Oui. Déjà la droite. Enfin, c'est un verbatim de Gérard Darmanin, il faut se méfier, mais oui, vous avez raison. Oui, mais la droite qui parle d'augmenter des impôts, c'est quand même une droite qui se renie quand même. Bon, il faut quand même y arrêter, parce que nous sommes quand même le pays où il y a le plus gros prélèvement obligatoire. Nous sommes champions du monde des prélèvements obligatoires, et il faudrait quand même arrêter de penser que le contribuable va toujours arriver à solutionner les problèmes que les politiques n'ont pas réussi à solutionner depuis 50 ans. Il n'y a pas un seul budget de l'État qui est excédentaire depuis 50 ans. Donc il faudrait y arrêter un peu. C'est pas le contribuable qui doit payer, ce sont des politiciens qui sont inaptes et incompétents. Et Monsieur Bruno Le Maire va aller en Suisse se cacher, alors que lui, il est responsable de 1 000 milliards de notre dette publique supplémentaire. Bon, donc là, ça suffit. Le contribuable, ça va bien. Moi, je vais vous dire juste un exemple. Je n'ai pas d'assainissement collectif chez moi, donc c'est un assainissement par fosse septique. J'ai une visite systématique par ce qu'on appelle le SPANC dans le livre à doigt. Et ben rien que pour venir voir comment que ça se passe chez moi, alors que ça a été fait aux normes en 2007 par ce même SPANC et que ce SPANC vient vérifier, eh bien ils vont me prendre plus de 100 € de taxes juste pour venir voir comment que ça se passe. 100 € de taxes. Bon, au bout d'un moment, moi je veux bien quand même faire des efforts, mais quand on voit que les taxes foncières augmentent, puisque depuis la disparition de la taxe d'habitation, il a bien fallu trouver des recettes pour les collectivités territoriales. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand l'État se désengage des communes et que derrière ces communes doivent absolument avoir des recettes? Eh ben, on augmente la taxe foncière. Donc, au final, l'État est responsable quand même en grande partie de ce problème-là, se désengage surtout et se dit bon, eh ben, écoutez, on est au courant de tout, mais on ne peut rien faire. Oui. Bon, il faut savoir pourquoi on vote à un moment donné, si on doit voter pour des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit, ou s'il faut une véritable révolution un jour ou l'autre, et avoir quand même l'esprit que être propriétaire, c'est quand même l'aboutissement d'une vie. Évidemment.
Guy de et une transmission, vous l'avez rappelé. Guy de Lafortelle, donc de la, Bien vie, sûr, la vie qui suit. Guy de Lafortelle, pour finir. Je suis d'accord avec M. Demerson, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'immobilier, la propriété est attaquée qu'il faut lâcher. Et aujourd'hui, là où on vit, à mon avis, est un projet politique et un grand projet de vie qui est très important. Et il faut se poser la question. Aujourd'hui, on a des petites métropoles de taille moyenne qui sont des endroits qui, d'un point de vue purement financier, ont des valeurs qui augmentent très fortement, avec de l'immobilier qui est relativement encore accessible. Vous avez un très bon site sur les villes et villages de France où il fait bon vivre. C'est pas très compliqué. Une ville dans laquelle on se sent bien, c'est une ville qui est propre, où il y a de la sécurité. Vous pouvez rien faire tant que vous n'avez pas ça. Mais si vous avez un maire qui vous fait un truc propre et de sécurité, vous pouvez construire tout le reste après. Je connais assez bien le sujet. Donc aujourd'hui, vous avez, encore une fois, grâce à ce qui se passe d'un point de vue du travail, vous avez énormément de choses à faire. Et à plus long terme, les campagnes, mais là je parle plus à 30 ou 50 ans, ou en tout cas pour des gens qui sont bricoleurs et qui sont autonomes, les campagnes vont revenir. On peut imaginer qu'on est dans une sorte d'effondrement civilisationnel à la Rome antique. C'est pas mal de dire ça, et on va pas moins mal vivre à cause de ça. Mais en tout cas, non, mais dans les civilisations urbaines ont toujours tendance à s'effondrer, et les gens vont repartir à la campagne. Ça va prendre 50 ou 100 ans. Il faut se mettre dans le temps long, il faut arrêter de réfléchir à 3 ans ou 5 ans, et de toute manière, l'immobilier, c'est un temps très long. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, finalement, qu'on retrouve, tant qu'on ne détruit pas non plus la campagne, en fait, aussi, et l'esprit de la campagne. Oui, ça, bien sûr. Un sujet qu'on a beaucoup travaillé avec Pascal Pointu également. Hein. Mais surtout, c'est un sujet de très long terme. Oui. Pendant les grandes crises, on vit mieux à la campagne, quand même. Oui. Allez, bon, en tout cas, il n'y a pas de crise. On est avec vous, les amis. Ça, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Christophe Demerson, président du think tank 35 millions de petits propriétaires. Je rappelle, ancien président de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci beaucoup, Pascal Pointu, ancien vice-président du mouvement de la ruralité. Guy Lafortelle, merci, fondateur de la lettre d'information Investisseurs sans costume, mais évidemment, co-fondateur de Toxin. Merci à vous tous, chers amis. On est